la sécurité de demain, un thème majeur, très important. Vous voyez que c'est un secteur, vous le savez, vous qui êtes des acteurs de ce métier, c'est un secteur en pleine évolution aujourd'hui, en pleine effervescence. Sur ce plateau, des invités de marque qui vont nous évoquer leur ressenti, leur prospective, leur vision du métier aujourd'hui. Alors, Claude Tarlet, bonjour. Vous êtes président de l'USP. On va faire tourner les micros. Alors, l'USP, vous connaissez tous, l'Union des entreprises de sécurité privée. Monsieur Denis Loretou, vous êtes, à titre professionnel, directeur de la sécurité de la Banque de France. Et vous êtes sur ce salon en tant que membre du bureau du CDSE, le club des directeurs de sécurité et de sûreté des entreprises. C'est à ce titre donc, que vous allez nous parler de la sécurité de demain. Et monsieur Jean-Pierre Tripet, bonjour. Donc, vous êtes président du SNES, donc le syndicat national des entreprises de sûreté, de sécurité plutôt. Et donc vous allez également nous donner votre vision du secteur. Alors je commence avec vous, monsieur Tarlet. Voilà, le micro est là. Dans les échanges qu'on a eus au début, avant de préparer cette table ronde, on a tout de suite posé le cadre législatif comme un vecteur aujourd'hui de changement et d'évolution. Est-ce qu'on pourrait peut-être démarrer par ça? Est-ce qu'aujourd'hui, le secteur est bien légiféré ou est-ce qu'on peut faire des progrès sur... Voilà, et ben juste, on va attendre. Alors peut-être on va attendre monsieur Delville qui arrive. Là, c'est une entrée de vedette. Bonjour monsieur Delville. Alors on va parler législation et peut-être, on va peut-être vous donner la main. Alors, monsieur Delville, on profite du fait que vous arriviez à l'heure, enfin que vous arriviez maintenant plutôt. Tac. Pas de problème. Voilà, on joue. Voilà, on joue dans la décontraction. Donc bonjour monsieur Delville, vous arrivez à temps exactement. Donc vous êtes délégué aux industries de sécurité au ministère de l'Intérieur. Nous allions commencer avec monsieur Tarlet à évoquer le cadre des législatifs qui peut peut-être évoluer, les nouveautés qu'il y a sur ce secteur. Je vous propose de commencer par un petit panorama. Alors, vu du ministère de l'Intérieur, la sécurité de demain et par là même d'aujourd'hui, comment ça se passe alors au ministère? Vous avez un micro qui est là. Bonjour à tous, merci de me passer la parole. Je suis chaud, ça va. Écoutez, la sécurité de demain, c'est déjà demain, c'est quand en fait? C'est demain dans les 5 ans à venir, demain dans les 10 ans. Quand on voit la sécurité dans les perspectives et dans l'actualité même, à travers quelques grands éléments d'évolution de la société, l'évolution du numérique, qui est un facteur extrêmement structurant. On voit bien que la projection qu'on peut avoir sur l'évolution des métiers de la sécurité, elle est importante. Il y a une vraie transformation. Ce qui était important, évidemment, c'est que déjà, on sait que la sécurité est un élément clé. Bon, au-delà, je ne reviens pas sur les débats actuellement que nous suivons à la télévision les uns et les autres, mais la sécurité est un élément clé. Économiquement, c'est un élément aussi très important. C'est je dirais, un domaine économique que l'on cible mieux maintenant. Depuis 3 ans, en tant que délégué aux industries de sécurité, j'ai pu contribuer avec un certain nombre d'acteurs, le SGDSN, avec la DGE et l'ensemble des acteurs économiques. On est en train véritablement d'identifier plus précisément l'enjeu et l'importance du développement de la sécurité et à travers cela, évidemment, l'évolution des métiers. Alors ce constat, c'est qu'on a une émergence du numérique, que la sécurité, elle est de moins en moins un enjeu uniquement de main-d'œuvre, mais qu'elle est bien dans une interaction entre des métiers de main-d'œuvre et des métiers qui doivent intégrer l'ensemble des outils qui sont à notre disposition et qui sont d'ores et déjà à la disposition pour l'essentiel de la société. Donc, évidemment, à partir de ce constat, on a des grands axes et la sécurité aujourd'hui doit s'impliquer dans la cybersécurité, elle doit s'impliquer dans la sécurité intégrant les technologies et les hommes à travers notamment les enjeux du Smart City, les villes intelligentes. On sait très bien qu'on fera de la sécurité, on fera toujours de la sécurité physique, mais qu'on va le faire différemment à travers la protection des sites sensibles. Voilà. Donc tout cela, évidemment, doit nous amener à avoir une adaptation en termes de
formation et une adaptation aussi en termes d'accompagnement juridique. Très bien, donc un carrefour, en fait, un mélange entre les hommes et les technologies, les deux évoluant, les technologies avançant très très vite, on va le voir sur ce salon. Notamment, il y aura des conférences, vous parlez de la ville intelligente, ça sera une thématique de conférence. Et pour les hommes, peut-être le mot que j'entends, la formation, qui sera un vecteur et un levier important pour former les hommes et pour qu'on ait des forces de sécurité. Absolument, c'est un élément probablement clé. On voit bien à travers l'évolution des métiers et l'évolution des tâches qui sont confiées aux uns aux autres, l'appel de l'État vers la sécurité privée pour les grands événements, par exemple, et à tout un ensemble de sollicitations. On a à réfléchir ensemble à cette formation des agents publics, des agents privés, au regard notamment de cette intégration de l'élément numérique. Il est clair que sur cette question-là, on doit penser, on doit avoir une certaine ambition qui aujourd'hui, effectivement, est devant nous. Je pense que cet enjeu de formation constitue un élément particulièrement clé avec probablement une réflexion prospective sur comment on intègre cette nouvelle donne avec l'arrivée de la data et de la gestion de la data, avec la gestion de la robotisation, l'arrivée de la robotisation qui constitue un élément nouveau. Enfin, en tout cas, pas nouveau si l'on tient compte de tout ce qui a déjà été fait, mais qui a quand même aujourd'hui de nouvelles perspectives. Et s'agissant de sécurité, qui est un élément où l'humain doit rester bien entendu au cœur, il y a un appel, je crois, en tout cas je le ressens, de régulation de la part de l'État. L'État lui-même doit évoluer dans son positionnement par rapport à cela. L'État et la sécurité, c'est souvent, je dirais, celui qui se situe, celui qui donne le là, qui est en haut de la pyramide, si vous voulez. Carrément. Et on voit bien que sur un certain nombre de sujets, il doit se resituer au centre comme un régulateur, je dirais presque un gestionnaire de plateforme. Et on voit bien que cette évolution-là, elle nous amène à repenser ensemble un certain nombre d'actions. Je pense en particulier que la formation est au cœur de ces réflexions. Alors, si on rebondit sur cette thématique, peut-être Monsieur Tarlet, une question. On va parler de la formation comme un enjeu essentiel, mais est-ce que c'est la première année, et peut-être Monsieur Delville, vous pouvez juste nous dire, vous, si vous avez ressenti ça, sur l'Euro 2016, on s'est dit, tiens, il y a une synergie à trouver entre le public et le privé dans la sécurité aujourd'hui. Il y a eu un appel quand même aux forces de sécurité privées. Est-ce que c'était plus fort que d'habitude? Est-ce que tout d'un coup, il y a eu un événement qui a mis ça sur cette relation nécessaire un peu sur la table? Comment? Je voudrais dire simplement que Thierry a très rapidement montré quel était le choc de culture, le choc de société auquel nous sommes confrontés. Quand on parle de la sécurité privée demain, on ne peut pas oublier quelles ont été les principales étapes depuis plus de 30 ans. Je rappelle que la sécurité privée est apparue dans le paysage législatif en 83, après des incidents très graves au Forum des Halles. Nous étions dans une logique de défiance. Il a fallu attendre les années 95 pour qu'on appelle à une coopération, à une coproduction entre le secteur privé et le secteur public. Le marché se développait, puis les attentats du World Trade Center ont mis évidemment à l'Assemblée la sécurité privée sous les feux. On a donné, peut-être un peu prématurément d'ailleurs, des pouvoirs parfois à ces entreprises, alors que le cadre ne vivait pas encore, mais cela montrait qu'il y avait déjà une logique d'appel, après la logique de défiance, puis ensuite une logique de sollicitation. Il a fallu attendre 2012 avec la création du Conseil national des activités privées de sécurité pour que le cadre soit enfin posé avec un outil dépendant de l'État en partenariat avec l'ensemble des professionnels, avec pour vocation à la fois de réguler l'entrée dans le secteur pour des chefs d'entreprise, pour des femmes et des hommes qui y travaillent, mais en même temps contrôler l'exercice de l'activité par ces entreprises. Et depuis peu, nous sommes entrés dans une logique de protection qui appelle une coopération publique-privée beaucoup plus forte. Et cette logique de protection est née, bien évidemment, de la menace terroriste qui frappe notre société depuis 2015. Il y a eu, dans la foulée de ces attentats, une sollicitation beaucoup plus forte des pouvoirs publics, mais aussi des entreprises, de tout ce secteur qui est apparu comme pouvant être en appui
de l'action que menait la police, la gendarmerie, les militaires, les policiers municipaux, parfois dans les territoires, et auxquels des grandes entreprises, notamment celles qui étaient les plus sensibles, mais aussi l'État, pour un certain nombre de ces bâtiments stratégiques, ont évidemment apporté un bataillon de femmes et d'hommes qui ont été ressentis comme extrêmement précieux dans une telle situation. Et puis, dans la foulée, l'Euro 2016, pour répondre concrètement à votre question, a montré que le secteur était en capacité, à partir du moment où il s'était en amont, avec l'aide de l'État, préparé à faire face à un tel événement, de jouer un rôle décisif dans les stades, un rôle décisif dans les fan zones. C'était quand même un enjeu extrêmement lourd, mais c'est un pari que toutes les entreprises de la profession, les grandes plutôt dans les stades, les petites et les moyennes nichées dans les territoires plutôt dans les fan zones, ont su relever et ont su relever avec succès. Donc aujourd'hui, nous sommes placés devant un autre défi qui est de consolider cette dynamique qui est encore fragile. Et cela passe en effet par une véritable interrogation de l'ensemble de la filière sur la pertinence des actions de formation pour que les femmes et les hommes que nous employons soient en capacité demain, dans la durée, non seulement de faire face à de nouvelles missions avec une plus forte sensibilisation aux menaces que nous vivons, mais aussi capables de donner à l'opinion publique, c'est notre véritable défi, une image qui soit une image suffisamment forte et en même temps suffisamment attractive pour que la population, l'opinion publique ait le sentiment qu'en effet, dans les limites fixées par la loi, jamais en compétition avec la police, mais toujours en complémentarité, ce secteur puisse en effet jouer son rôle. Et puis enfin, et pour conclure, nous sommes traversés par un autre choc qui est celui de la révolution digitale. À l'évidence, l'homme reste essentiel, mais la solution privée de sécurité demain passe par une combinaison entre les nouvelles technologies, l'intelligence, les hommes, et c'est de notre capacité globalement à offrir cette solution globale que dépendra la confiance que l'opinion publique et que l'État, dans ce rôle, continuera de faire à l'ensemble du secteur privé. Très bien. Beau panorama. Je me tourne vers vous, Monsieur Tripet. Même analyse, j'imagine, de la situation. Prolongeons un petit peu ce que vous venez de dire, Monsieur Tarlet, avec les entreprises. La demande également des entreprises, vous devez le vivre également, vous, au SNES. La demande des entreprises est différente. Avant, on avait des gardiens ou des gens de sécurité qui s'occupaient d'un entrepôt. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les entreprises il y a des risques tout à fait nouveaux qui viennent sur le marché, auxquels il faut répondre. Est-ce que vous avez cette perception ? Oui, je dirais que pour les entreprises de sécurité, c'est aujourd'hui, demain, déjà, oui, depuis longtemps, heureusement. Effectivement, la demande de nos clients sont depuis très longtemps vers les technologies qui peuvent s'ouvrir à faire en sorte que les missions soient mieux assurées et sans oublier que la technologie doit être toujours au service de l'homme. C'est primordial, d'abord, rien que pour les concepts. Il me semble que sans prendre les besoins de nos clients et les besoins des sociétés de sécurité en matière de technologie, les produits ne pourraient pas être mis en œuvre et ne pourraient pas avoir l'efficacité que nous recherchons. Le couple homme-machine est indissociable aujourd'hui dans notre société et je pense que, et j'en suis convaincu et même plus que convaincu, que c'est toujours l'homme qui prendra la décision finale sur ce qu'il y a à faire en face du résultat, même soit-il d'une machine. Donc aujourd'hui, l'évolution des sociétés de sécurité, elle a commencé depuis très longtemps et elle est garantie par l'innovation que peuvent avoir les différentes sociétés de différentes tailles, petites et grandes. Et on sait très bien que si on veut tuer la concurrence, on tue l'innovation. Donc le SNES est très attaché à ce que les entreprises puissent réaliser leurs demandes et faire en sorte que l'innovation puisse se développer. Très bien. Donc on va garder aussi cette vision et cette perspective de l'innovation. On va en parler dans quelques temps. Alors, Monsieur Lerotou, vous, en tant que membre du Club des directeurs de sécurité et de sûreté des entreprises, comment vous voyez justement ces évolutions au sein des membres du club concernant les entreprises? Quelles sont les attentes aujourd'hui des membres du club? Alors, tout d'abord, je dois vous transmettre les excuses d'Alain Juillet, président du CDSE, qui ne pouvait pas être ici aujourd'hui. Alors,
On m'a piqué ma phrase d'introduction, alors bon, si, Bon, si Jean-Pierre, vous aujourd'hui avez pris c'est déjà demain, je pourrais dire que demain c'est déjà aujourd'hui en fait. Parce que ce qui me semble important en tant que directeur de sécurité et tous mes autres collègues du CDSE, hein, qui rassemble une centaine de directeurs de sûreté et sécurité des plus grandes entreprises françaises, hein, ce qui nous semble important, c'est l'anticipation. Donc c'est pour ça que la sécurité de demain, elle se fait déjà aujourd'hui. Parce qu'il faut être tout à fait en veille sur deux aspects qui me semblent fondamentaux. Le premier, c'est la veille sur les menaces. Et le second aspect, c'est la veille sur les solutions pour faire face à ces menaces. Alors les solutions, elles peuvent être éminemment technologiques, compte tenu du caractère aujourd'hui polymorphe et global de ces menaces. Et notamment, enfin on le voit bien, hein, il y a des exemples très récents en matière de cyberattaques qui démontrent bien que le point essentiel vu des entreprises, c'est la résilience. C'est la résilience des activités, la résilience des activités les plus sensibles, et a fortiori pour les entreprises qui sont des opérateurs d'importance vitale, puisque ces entreprises contribuent à la résilience même de la nation, des activités majeures de la nation, que ce soit les systèmes financiers, un domaine que je connais bien, que ce soit l'alimentation en eau potable, les infrastructures de transport, le système hospitalier, etc. Enfin, je ne vais pas vous faire toute la liste des secteurs issus des travaux relatifs à la Direction nationale de sécurité. Bref, et donc, ce qui me semble vraiment important à mentionner, donc c'est ce caractère d'anticipation, cette veille, et la capacité pour les entreprises à avoir l'approche globale en matière de sûreté. Avoir cette approche globale, parce qu'effectivement, on parle de la contribution des hommes. Hein. Alors la sécurité, on voit tout de suite, c'est effectivement les hommes à l'entrée d'espaces sensibles. Enfin, c'est loin d'être que ça. Hein. On le voit bien ici dans ce salon. On voit bien que la sûreté et la sécurité, c'est aussi une offre globale de technologie, et ça va l'être de plus en plus. Alors l'autre point qui me semble fondamental, c'est qu'effectivement, les hommes seront toujours là, mais ils ne seront pas forcément devant des portes, mais ils seront plutôt dans des postes de contrôle. Et donc, il faudra qu'ils aient la formation nécessaire à l'utilisation de toute cette technologie, et aussi cette capacité intellectuelle à prendre les bonnes décisions. Parce que c'est vrai qu'in fine, la levée de doute et tout ce que peut apporter la technologie en matière de levée de doute, la vidéo intelligente, peut-être qu'on en parlera, je ne sais pas, puisque c'est une perspective intéressante, mais in fine, la décision ultime en matière de dépêcher, enfin de prendre des actions relatives à la sûreté ou à la sécurité, c'est une décision humaine. Donc il faut absolument avoir cette approche globale et cette expertise. une approche globale, une expertise. Quand on parle d'anticipation, qui est un des deux axes sur lesquels vous placez la sécurité aujourd'hui, on voit des machines se développer, on a le big data qui arrive. Dans la prédiction et dans la prévention, il y aura certainement une place majeure accordée à l'exploitation des données qu'on va récolter. Également tous les progrès qu'on a sur la vidéo. On aura cette thématique-là d'ailleurs dans la ville intelligente. Est-ce que, par exemple, dans tout ce qui est reconnaissance faciale, est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous travaillez déjà au ministère, par exemple? Si on aborde cette thématique, c'est intéressant de vous avoir et de vous poser la question peut-être. Dans un cadre juridique bien défini, nous ne faisons pas de la reconnaissance faciale en France comme on peut en faire en Australie ou aux États-Unis. Donc il y a un cadre juridique qui s'applique. Donc ça se fait. L'intelligence vidéo d'une manière générale se développe et fait partie, s'intègre soit dans des solutions en cours de réalisation ou de développement pour le ministère de l'Intérieur, mais également dans la sphère de sécurité plus large, c'est-à-dire au sein des collectivités locales, au sein de la sécurité privée, mais toujours dans un cadre bien réglementairement défini. Ce qui nous amène aussi à réfléchir à l'intégration de ces solutions. Souvent, ce sont des briques un peu isolées dans des solutions. Et effectivement, vous avez évoqué le big data. Il y a aujourd'hui une convergence des solutions, une convergence des technologies vers des offres qu'il faut probablement construire ensemble. C'est d'ailleurs dans cet esprit
que le ministre de l'Intérieur s'est particulièrement impliqué pour qu'on écrive une ligne, qu'on mette une ligne sécurité dans le programme des investissements d'avenir. Et Ce qui n'était pas le cas au départ. ça n'était absolument pas le cas au départ. Et donc aujourd'hui, dans le PIA, vous avez une possibilité. Il y a un appel à projet en cours. D'ailleurs, la réponse, pour celles et ceux qui s'y intéressent, il y a un appel à projet pour monter des consortiums avec des consortiums industriels avec des projets qui soient significativement nouveaux. Donc tout le monde parle bien de recherche, mais de recherche qui soit assez proche du marché, si vous voulez. Bien On sûr. n'est pas dans la recherche fondamentale. Là, on est Ça, c'est vraiment une info à tweeter. eh bien, les programmes d'investissement d'avenir, c'est le Smart City, la cyber, les infrastructures critiques. Voilà, ce sont vraiment des enjeux de protection, des enjeux qui sont au cœur des grandes problématiques et dans lesquelles on va pouvoir intégrer ces réflexions, ces interactions entre la technologie, les nouveaux algorithmes, je dirais la performance data qui aujourd'hui est je dirais un peu un fil conducteur des réflexions et de l'innovation, mais surtout de les intégrer dans le cadre juridique, sociétal, qui permet de rendre acceptable et efficace une solution. Donc ça, c'est vraiment des sujets sur lesquels nous travaillons. On travaille ça dans le cadre du COFIS, du comité de filière industrielle de sécurité. Il y a des réunions d'ailleurs assez prochainement. Une prochaine réunion a lieu le 10 sur ce PIA 2 et le PIA 3 a lui clairement marqué, je dirais encore plus fortement, son empreinte sécurité pour donc à compter de l'année 2018. Très bien. J'ai une question là qui est arrivée que je vais essayer de mettre à l'écran. Adrien, j'ai essayé de la mettre. Est-ce qu'elle passe? Est-ce que donc ce déploiement technologique passe par une américanisation des outils? Vous qui... Non, juste on peut se poser la question. Une américanisation de notre système de sécurité, armement et police, etc. Surtout, je pense aux outils technologiques. Qu'en est-il sur le terrain? Qui a envie de répondre à ça? Est-ce qu'on a des outils est-ce qu'on a par exemple des gazelles en France, des entreprises qui ont des solutions technologiques très performantes? Je sais qu'il y en a plein sur le salon. On a tendance à toujours mettre en avant les solutions américaines. Non, écoute, donc voilà. Derrière cette question, il y a un enjeu important, c'est autour de la normalisation déjà. Il faut être présent sur ce champ des normes parce que la sécurité est un domaine où la normalisation est un point clé. Donc il faut être présent et le faire à l'échelon national et européen. Donc l'américanisation des outils, je pense que Claude Tarlet en dira quelques mots, mais il y a largement la place aujourd'hui pour designer, si vous me permettez l'expression, une solution et des outils, et on le fait déjà depuis fort longtemps, Dieu merci. Ces solutions de sécurité qui soient adaptées à notre contexte juridique. On ne développe pas spécialement une solution parce que on veut copier un pays allié. Non, là, en l'occurrence, les solutions aujourd'hui reposent bien souvent sur un travail en amont avec des fournisseurs et des solutions françaises ou européennes. D'ailleurs, on a une idée plus précise du tissu économique et notamment dans la filière. On sait que les entreprises de sécurité représentent un poids significatif et que c'est un secteur dans le domaine des technologies, je le précise bien, dans le domaine des technologies et ceux qui fabriquent, qui construisent les technologies, sont beaucoup de PME très dynamiques, il y a des startups. Regardez le nombre de startups qui partent à Las Vegas, au CES de Las Vegas, mais qui étaient également au salon Vivatech récemment à Paris, qui sont dans la sécurité. Et vous avez aujourd'hui un tissu économique très important et bien entendu quelques gros porteurs des grandes sociétés que tout le monde connaît. Voilà. On a d'ailleurs des exemples, je l'ai dit en début de table ronde, on a des exemples sur le hub à côté. Vous avez 12 startups qui sont venus proposer leurs produits. Monsieur Tarlet, vous avez envie de rajouter quelque chose? Non, je veux simplement indiquer que le territoire français accueille aujourd'hui de très nombreuses entreprises, de petite, de moyenne taille, qui ont des trésors d'innovation, une capacité extraordinaire à produire, non seulement dans les technologies, mais dans d'autres domaines, de nouvelles solutions. Il faut par contre favoriser les échanges entre ces startups, ces entreprises qui en effet innovent, et des groupes plus puissants qui parfois ont la capacité de soutenir les inventions, les projets dans la durée. Et nous n'avons pas encore dans notre pays cette culture. Elle est en train de naître. Et quand on dit qu'en effet la loi ne permet pas tout, il faut prendre acte qu'on ne peut pas tout faire et que nous ne souhaitons pas tout faire, mais il faut aussi dire que le marché bouge, qu'il évolue, et que la loi doit aussi s'adapter à un nouveau contexte.
Trop souvent, j'entends et les politiques et la haute administration se réfugier derrière le fait qu'on ne peut pas modifier un dispositif parce que la loi ne le permet pas ou parce qu'il n'y a pas de précédent. Le marché est un tsunami. Il appelle des évolutions et des modifications qui sont à la hauteur et à la mesure des enjeux et de la menace. Par conséquent, le marché va continuer à produire une offre, mais il est important que dans notre tradition, dans notre culture, pour précisément éviter des dérives qui pourraient être celles que l'on vient d'évoquer à l'instant, l'État accompagne, que le politique accompagne, par une meilleure connaissance du terrain et des réalités objectives, ces évolutions, pour que peu à peu, la loi donne un cadre qui soit un cadre réaliste et que nous ne vivions pas dans une situation où parfois nos élites sont totalement déconnectées de la réalité des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Donc le marché de la sécurité de demain appelle évidemment des offres neuves. Il appelle vraisemblablement aussi une montée en compétences des femmes et des hommes, on l'a dit il y a quelques instants, qui seront au cœur des outils de commande de l'ensemble du dispositif de sécurité de ce pays. Et cela passe donc par la nécessité de construire une véritable offre de formation. Nous soutenons pour notre part, et nous avons fait des propositions au gouvernement dans ce sens, la création d'un institut national de formation au métier de la sécurité privée. Il existe une école nationale de la police, une école nationale de la gendarmerie, il existe des centres de formation des polices municipales, l'armée, les acteurs de sécurité civile sont organisés. La sécurité privée dispose sur le territoire d'un maillon de centres de formation efficaces, compétents, propres, qui doivent être évidemment contrôlés, mais il faut organiser ce réseau dans un processus beaucoup plus large, en concertation avec l'État, avec un conseil scientifique, un conseil pédagogique, travailler la formation des dirigeants, des cadres, des formateurs, faire en sorte que sur ce niveau qui est le niveau de management de demain, nous ayons véritablement des repères et des repères qui soient parfaitement encadrés par l'État. Et il appartient ensuite de faire en ordre que cet institut puisse labelliser en quelque sorte l'ensemble de l'offre de formation, mais de manière transversale et pas simplement dans la surveillance humaine. Car en effet, les cabinets de conseil, les transporteurs de valeur, les sociétés spécialisées dans la sécurité aéroportuaire, la sécurité portuaire, les infrastructures critiques, la surveillance humaine, nous sommes tous, l'électronique de demain, l'intelligence artificielle, nous sommes tous aujourd'hui concernés par la montée en compétences. La montée en compétences, c'est ce qui donnera la confiance. Et la confiance, c'est ce qui permettra de faire en sorte que les entreprises privées de sécurité, quelle que soit leur marque de fabrique, soient ressenties par le citoyen, avant tout par le citoyen, comme une réponse complémentaire à l'action des forces de l'État. La confiance a une valeur clé dans la sécurité. Denis Le Retou, dans votre club, je rebondis sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, d'avoir un maillage aussi entre les grands groupes et toutes ces entreprises de sécurité qui proposent des innovations. À l'échelle du club, comment vous voyez ces liens et comment on peut développer, enrichir, faire fructifier justement tous ces organismes que vous rassemblez à travers les membres du club et des innovations? Est-ce que vous avez des événements? Est-ce que vous avez un suivi comme ça? Comment ça se passe? Alors, d'abord, ce qu'il faut voir, alors justement, c'est parce que ce n'est pas forcément visible, mais c'est que le CDSE fonctionne avec des commissions thématiques, des commissions qui sont animées par des directeurs de sécurité de grandes entreprises, qui réunissent un certain nombre de membres. Et donc, ces commissions, tout à l'heure je parlais de veille, font beaucoup de veille sur ces thématiques-là, hein, la sécurité privée. D'ailleurs, il y a des relations entre le CDSE et les représentants de la profession. Il y a aussi donc des commissions spécialisées sur des aspects plus techniques et technologiques, comme la cybercriminalité, par exemple. Bon, j'en passe et des meilleurs. Et donc, le travail de ces commissions, c'est véritablement d'abord d'exprimer des besoins, d'être à l'écoute et de voir effectivement ce que le marché peut proposer. Alors, vous parliez d'événements, donc la perche est trop belle, donc je la prends. Donc, le colloque annuel du CDSE se déroule le 15 décembre à l'OCDE. Alors, sur une thématique intéressante, parce que tout à l'heure, j'évoquais les menaces, et en fait, on voit bien que quand on parle de sûreté et de sécurité, et que je parlais de cette approche globale, ce qui est important, c'est de voir le spectre des menaces.
Et le thème de cette année, en fait, il est consacré à la radicalisation. Et ce n'est pas forcément celle à laquelle on pense immédiatement, hein. La radicalisation, ça va de la simple incivilité à l'action ultra-violente, mais dans beaucoup de secteurs, y compris d'ailleurs dans les relations sociales au sein de l'entreprise. Donc, je vous invite évidemment à vous inscrire en grand nombre au colloque du CDSE du 15 décembre. Toutes les informations sont sur le site. Voilà. Très bien. Avec vous, Monsieur Tripet, est-ce qu'on peut revenir sur les chiffres? On ne l'a pas dit trop en entrée. Est-ce que vous avez sur le secteur, j'aimerais bien savoir aujourd'hui qu'on fasse un point justement pour les visiteurs, les exposants qui sont avec nous. Qu'est-ce qu'on peut donner comme chiffre sur la profession en termes je sais pas, de chiffre d'affaires, de nombre de personnes impliquées, le secteur de la sécurité aujourd'hui qui est très qui est en action. Oui. Je vais vous donner des chiffres qui datent de l'année dernière, qui ont été établis à l'issue d'une étude faite avec le ministère des Finances, enfin le ministère de l'Industrie et des Finances. Et de l'économie et des finances. On a donc procédé à une étude dite PIPAM qui a fait émerger d'abord que la sécurité au sens large, c'est-à-dire l'ensemble des acteurs de la sécurité, c'est presque 1 million d'emplois. Énorme. Bon, voilà. Mais là, on parle public-privé. Ensuite, ça représente en masse globale financière un ensemble de 60 milliards. Donc ça vous donne la filière sécurité, je dirais, sans cibler les entreprises, les industries. C'est la sécurité en France, ça pèse environ cela. Après, quand on approfondit, qu'on enlève, je dirais, la part des policiers, des gendarmes et je dirais, des budgets publics, on a dans le secteur privé, ce qui a été ciblé, c'est qu'évidemment, on a la moitié en gros, 30 milliards, dont 10, mais je pense, là je laisserai Claude, Claude Terlet approfondir, relève des entreprises de sécurité. Le secteur industriel et je dirais toute la partie solutions, avec des solutions, je dirais, industrielles, et la production, c'est tout ce qui relève des acteurs du monde cyber, du monde du consulting. Ici, on a établi ce volant à peu près à 20 milliards, 21 milliards. Pardon, attendez, je ne dis pas de bêtises ici. 125 000 emplois et 20 milliards. Voilà, c'est à peu près ce que ça fait. Évidemment, ces chiffres datent d'un an. Le secteur bouge beaucoup. Hein. On voit qu'il y a une très importante évolution. Mais j'imagine que ces éléments sont actualisés aussi au sein de chaque fédération. Je ne sais pas si Claude, tu souhaites. Bien sûr. Non, ces chiffres sont très proches de la réalité. Il faut retenir simplement que dans le bataillon humain, dont on parle très souvent, c'est près de 170 000 personnes qui interviennent au quotidien sur le pays pour un chiffre d'affaires qui est estimé entre 5 et 6 milliards. Mais il y a bien évidemment au-delà de cette présence humaine tous les pans de l'activité que tu viens de rappeler, Thierry, et qui gonflent évidemment le volume de l'activité et sont en même temps des vecteurs qui sont en pleine évolution. Il n'y a pas aujourd'hui une croissance particulière de la présence humaine sur le terrain. On a souvent dans les médias une image assez tronquée. On dit le secteur est en ébullition, il est en croissance, parce qu'évidemment, il se développe dans un cadre qui est un cadre porteur dans l'esprit, dans l'imaginaire collectif. On a le sentiment en effet que les attentats ont créé une demande récurrente. C'est vrai au lendemain des attentats, c'est vrai pour un certain nombre de bâtiments stratégiques de l'État ou de l'industrie, mais ça n'a pas été vérifié dans la durée. Il est vrai aussi que les entreprises ont bénéficié parfois, dans la dernière période, d'une dynamique liée à la mise en place notamment du CECE, comme dans beaucoup d'entreprises de services, et que cela a pu doper artificiellement leurs résultats. Il faut donc faire très attention. Le secteur est en effet animé par des mouvements considérables, comme il ne les a jamais vécus, mais il est dans une bulle qui est artificielle, portée à la fois par la dynamique post-attentat et par un dispositif social et fiscal encourageant. Si demain, des modifications profondes devaient intervenir, le secteur serait en tout cas, dans la partie humaine, beaucoup plus exposé que nous ne pouvons le penser. Et enfin, surtout, le secteur est confronté plus
dans la surveillance humaine que dans les activités à forte valeur ajoutée, à une concurrence extrêmement vive et à un rapport très déséquilibré aujourd'hui avec les donneurs d'ordre publics et les donneurs d'ordre privés. Alors cette compétition, elle vit dans d'autres métiers, mais dans la nôtre, elle est particulièrement sensible. Et il est quand même curieux de constater que nous n'arrivons pas collectivement, clients et prestataires, à élever le niveau de notre relation pour que l'acte d'achat public ou privé permette à des entreprises d'investir. Parce que innover, oui, mais il faut gagner de l'argent. Former, oui, mais il faut gagner de l'argent. Et par conséquent, c'est en créant de la valeur, ensemble, clients, parce que c'est son intérêt, et prestataire, parce qu'il doit pouvoir être compétent, que nous trouverons la solution. Là, on a un véritable enjeu, et je dois dire que nous répétons souvent, mais nous sommes tous ensemble dans la profession en harmonie sur ce terrain-là, qu'il y a une très grande hypocrisie, et qu'au moment où notre pays est confronté à des menaces considérables, il n'y a plus de place pour des échanges qui soient déséquilibrés entre ceux qui ont besoin de sécurité dans la durée et ceux qui offrent des solutions et qui, à l'évidence, font depuis des années des efforts pour être au niveau attendu. Alors, on va peut-être prolonger cette thématique, Monsieur Tripet. On a été justement dans l'émotion un petit peu post-attentat. Il y a eu un renouveau sur la profession. Et c'est vrai que maintenant, si on installe un peu plus dans la durée une sécurité qui ne serait pas non plus, pas forcément qu'une dépense, mais un investissement, on peut peut-être donner de la pérennité à la profession. Monsieur Tripet, votre regard sur cette thématique? Oui, effectivement, la profession ne dispose pas d'un Alvin Toffler, futurologue, comme hélas, ça n'existe pas pour la sécurité, mais certains spécialistes nous montrent un peu le chemin. Ce que je voudrais dire, c'est aujourd'hui, il y a de nouveaux entrepreneurs, de nouveaux chefs d'entreprise qui pourraient sourire quelquefois de nos débats et qui leur sembleraient un peu archaïques il y a bien longtemps qu'eux baignent directement dans les nouvelles technologies. Et toute cette nouvelle génération d'entrepreneurs sécurité est très présente sur le marché et a bien intégré tout naturellement, puisque tout au long de leur jeunesse, c'était au quotidien, ces besoins de nouvelles technologies, de façon que le métier puisse évoluer en pleine connaissance de cause. Je rappellerai quand même que lorsqu'il nous faut choisir des technologies, j'aimerais rappeler que l'intelligence et la veille stratégique est capitale sur le domaine et qu'il y a des sujets qu'on ne peut pas évoquer, bien sûr, autour d'une table ronde si facilement, mais il n'empêche que j'ai par habitude quand même, et je le précise, j'aime bien quand c'est l'équipe de France qui gagne, moi, personnellement. Donc, c'est un message que je veux laisser à chacun d'entre nous, à chacun de le prendre à la hauteur où il doit être pris, mais il n'empêche que cette technologie, en termes de défense générale et en termes de sécurité privée, est complètement intégrée. Il y a bien longtemps que nous pensons dans la sécurité privée comme nous pensons également sécurité de l'État. Il va bien sûr de pair que la sécurité privée est un acteur marquant, naturel, même si nous sommes au début de la concertation, de la coopération. Tout naturellement, la sécurité privée s'est insérée dans le domaine et pour cela, pour qu'elle continue à développer son avancée, je rejoindrai Claude bien sûr sur le sujet, il faut que l'État nous donne les moyens à former nos agents de sécurité. Il y a une taxe célèbre qui existe, c'est la taxe CNAPS. Il n'y a aucune raison que les sociétés de sécurité, avec nos clients, puisque c'est nos clients qui la payent, ne puissent pas participer aux besoins qui sont les leurs, c'est-à-dire à former nos agents sur tous les plans et toutes les nécessités que demande aujourd'hui une sécurisation des entreprises françaises, étrangères, qui sont sur le territoire de la nation. Alors, un accompagnement agile de l'État et du gouvernement, je pense que le message passe aujourd'hui et il est prononcé. Effectivement, sur la formation, il y a une question là, qui est arrivée par tweet, sur le numéro de téléphone, je vous rappelle, hein, vous pouvez envoyer des SMS. La formation des agents de sécurité, arriveront-ils à assimiler les nouvelles technologies? Donc on voit qu'aujourd'hui, dans la formation, elle est montée d'un cran, en fait, la formation, je pense, des experts en sécurité. Aujourd'hui, il faut s'impliquer dans les technologies beaucoup plus qu'avant, parce que c'est une dimension majeure de la sécurité aujourd'hui. Et du coup, ça passe par déjà une formation un peu accrue.
On n'est plus dans simplement je vais apprendre les bases d'un métier. Là, il faut les bases du métier humaine, relationnelle et aussi un savoir-faire technologique. On est tous d'accord là-dessus. Donc ça, il y a une intégration technologique à prévoir. Est-ce qu'on parle dans les questions des drones? Je ne sais pas, est-ce que ça amène quelque chose de très différent? Oui, pourquoi pas. C'est une thématique qu'on va évoquer tout au long de ce salon. Dans la ville intelligente, on aura... il y a Cerber aussi, enfin, je pense dans les choses qui me viennent. Il y a une start-up à voir à côté là-dessus. Parlons des drones. C'est une nouveauté. Je vais pas... Pas une nouveauté, disons. Pas vraiment. Pas vraiment, mais quand je même. crois que j'ai travaillé sur les premiers drones en 2008, en tout cas premiers drones sécurité. Donc, et l'armée, il travaillait bien en amont. Non, je crois que c'est aujourd'hui plutôt l'âge un peu de maturité d'un marché qui est en train de s'affirmer un peu, enfin qui s'affirme avec des perspectives importantes. Oui. Mais aussi des contraintes de mise en vol qui sont complètement, spécifiques. On ne fait pas voler un drone n'importe comment, avec des zones urbaines, des zones moins peuplées et des zones plus ou moins désertes, et où on a donc forcément des réflexions à apporter. Et c'est le cas. Il y a déjà une réglementation. On a été en France l'un des premiers pays à avoir... un avis juridique sur cette question de l'usage des drones, avec des textes qui sont sortis il y a quelques années, qui maintenant d'ailleurs au niveau européen font référence et qui permettent aussi derrière d'avoir des perspectives de réglementation dans ce domaine. Donc voilà, c'est un marché, mais c'est une piste importante, c'est un élément, un outil nouveau avec d'autres qu'on a évoqués tout à l'heure à travers l'algorithmie, la robotisation. Il y a effectivement bien d'autres enjeux et de perspectives. Bien sûr. Je pensais donc au drone en termes de sécurité, bien sûr, sur un site. Tiens, je vais le sécuriser, ou même la SNCF maintenant qui veut inspecter ses lignes avec des drones. Mais il y a aussi ce que je parlais de l'élément un petit peu nouveau, c'est la menace des drones tout d'un coup qui peuvent venir pas forcément détruire ou quoi, mais espionner. Enfin, il y a tout d'un coup cette nouvelle menace peut-être pour les entreprises qui apparaît, et c'est ça qui est un petit peu neuf, parce que le drone grand public a été tellement vite pour s'imposer sur le marché qu'aujourd'hui on a des solutions disponibles et qui sont exploitables dans beaucoup d'endroits. Donc ça, c'est un nouveau paramètre aussi que vous prenez en compte, j'imagine, dans les entreprises. C'est un nouveau paramètre, mais il n'y a pas que les drones. Enfin, je pense très sincèrement que, vous le disiez à l'instant, nous traversons un moment de notre histoire où tout est bouleversé. Oui. Tous les repères sont modifiés, et c'est l'ensemble de la société qui doit finalement être en formation pour aborder cette nouvelle étape qui marque la domination des nouvelles technologies. Vous indiquez qu'il faut faire des efforts particuliers dans la sécurité privée, mais tous les citoyens doivent faire des efforts particuliers aujourd'hui, car leur vie est complètement bouleversée par la révolution numérique et la révolution digitale. Dans notre secteur, c'est évidemment notre responsabilité que de préparer les femmes et les hommes dans nos entreprises à poursuivre leur activité en ayant acquis progressivement toute la compétence et toute l'expérience nécessaires. C'est ça le grand chantier, parce qu'en effet, nous avons une population qui arrive dans nos métiers, et parfois même une population de geeks parfaitement rompus à cette évolution. Mais nous avons aussi des femmes et des hommes qui, depuis des années, sont dans nos entreprises et ne doivent pas être demain abandonnés sur le chemin parce que nous n'avons pas pris par anticipation toutes les mesures nécessaires pour accompagner cette mutation. Donc c'est un véritable enjeu, et c'est pour ça que je reste convaincu, quelles que soient les technologies dont nous parlions, que la formation, le développement des compétences et la capacité des femmes et des hommes, quelles que soient les entreprises, à aborder l'avenir passe par un espace organisé entre tous les professionnels de ce secteur pour bâtir un véritable institut de formation qui donne de la visibilité, qui crée de l'attractivité pour nos métiers, qui montre que des parcours professionnels sont possibles, qu'il existe des passerelles entre une surveillance passive et éventuellement une surveillance active, que technologie et présence tactique doivent être imaginées ensemble, et que c'est cet avenir-là qui va attirer vers nous une jeunesse qui trouvera des raisons de faire un avenir dans ces secteurs, alors qu'aujourd'hui,
ça n'est pas encore un combat qui est gagné par l'ensemble de la filière. Voilà les vrais enjeux. Donc, ça passe par cette volonté et elle dépasse très largement le cadre de la surveillance humaine. Très bien. Alors, vous avez évoqué ça un petit peu au début de votre intervention. La sécurité collaborative et l'autosurveillance, c'était une question là, qui nous est arrivée sur le numéro le 06 qui s'affiche. Les citoyens aussi, on s'aperçoit finalement que c'est la notion même de sécurité aujourd'hui qui se redéfinit complètement, le secteur bien sûr, mais également les citoyens qui tout d'un coup deviennent peut-être plus vigilants ou qui se sentent légèrement impliqués. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Est-ce que vous avez remarqué, vous voulez réagir? Prenez le micro. Ça me semble intéressant parce que on parle des citoyens, mais dans les entreprises, les salariés même ont des aspirations à plus de sécurité. Alors qu'il y a encore quelques temps, c'était pas du tout, c'était quelque chose qui n'était absolument pas dans leur tête. Il y a juste un petit paradoxe que je mentionne souvent d'ailleurs, c'est que, c'est un postulat, c'est que la sécurité c'est une contrainte. Donc vous pouvez avoir des aspirations contradictoires entre des salariés qui veulent plus de sécurité, mais qui pour autant ne veulent pas de contraintes. Et là, je pense que c'est très difficile de discuter dans les entreprises, notamment avec les instances représentatives du personnel, parce qu'on ne peut pas offrir de sécurité sans contrainte en contrepartie. Voilà. Très bien. Oui, monsieur Tripel. Oui, tout à fait. Il y a un changement chez les citoyens. Si on veut marquer, bien sûr, les événements étaient tellement forts que la population et l'ensemble des citoyens ont répondu présents sur la sécurité. Un genre d'exemple significatif au Stade de France, lorsque pour passer les barrières de contrôle, il faut bien sûr ouvrir son manteau si possible. Avant, on demandait à la personne de le faire. Oui. Aujourd'hui, systématiquement, tout citoyen rentrant dans un lieu contrôlé, un peu comme d'ailleurs ici tout à l'heure, ceux qui sont de la sécurité ont plus difficile à le faire, mais ceux qui ne sont pas du métier ont une tendance systématiquement d'ouvrir, de présenter leur bagage de façon que ça se fasse tout à fait naturellement. Donc il y a effectivement un changement de mentalité qui n'est pas dans le tempérament français, il faut bien le dire. C'est sûr, mais bon. Peut-être pour conclure, après on pourra passer rapidement le micro dans la salle. Je vais voir si on a encore un petit peu le temps, il est -10. Un peu le paradoxe de la sécurité, en préparant cette table ronde, je me disais que la sécurité c'est de protéger, donc de garder, il y a un petit aspect secret quand même, on protège les données, on les conserve un peu à l'abri. Et puis on s'aperçoit qu'aujourd'hui, cette sécurité a besoin du partage de beaucoup. Est-ce que ce paradoxe de à la fois protéger, garder un peu pour soi et puis de partager, c'est une complexité peut-être du métier aujourd'hui. Vous le trouvez ça ou pas? Je ferai tout d'abord une différence entre le partage des données Oui. et le partage évidemment sur le terrain d'une action opérationnelle. Absolument. Partage des données. Mais les partages des données, excusez-moi, avec la technologie, on va être amené à partager ces données sur le terrain. Bien sûr. sûr. C'est pour ça que ça va être mêlé. Bien sûr, mais ça n'est pas aussi avancé que cela aujourd'hui. Et nous avons dans notre pays également de vraies interrogations sur le management des data d'une manière générale. C'est un des pays où cette question, qui est pourtant fondamentale, n'a pas encore été traitée, on le voit, et tous les observateurs le soulignent, avec le niveau de maturité nécessaire. Ce que nous observons, et ça fait le lien avec ce que vous évoquiez de l'économie collaborative, c'est que le développement de ces technologies permet de mettre dans un instant T en partage une quantité d'informations, y compris dans un territoire, entre des acteurs qui concourent à la sécurité, mais investis de l'État, et des acteurs qui appuient un dispositif de sécurité opérationnelle, investi par le secteur privé, et à la commande, évidemment, des principaux clients qui sont dans une relation marchande avec ces entreprises. Ce qui est bien différent, c'est l'action de l'État au service de la nation et du citoyen, et l'action de l'entreprise privée au service d'un client, public ou privé. Il faudra vraisemblablement que dans les années qui viennent, et
déjà aujourd'hui, on le sent sur un certain nombre de plans, que l'organisation, la mutualisation de ces informations obéissent à des codes particuliers. On ne peut pas tout dire et on ne peut pas tout partager. Nous appelons, nous, de notre vœu, une relation, par exemple, plus forte aujourd'hui avec les services centraux du renseignement dans le territoire. Car nous considérons que les dizaines de milliers de femmes et d'hommes qui font ce métier ont des yeux, ont des oreilles et peuvent être extrêmement précieux pour collecter de l'information qui peut être ensuite traitée par des services spécialisés. Encore faut-il que nous apprenions à ces femmes et à ces hommes à caractériser d'une façon objective ce qui peut être en effet un événement suspect, une situation suspecte ou une attitude suspecte. Et ce qui semble suspect n'est pas parfois toujours visible. Car quand on évoquait tout à l'heure les phénomènes de radicalisation, on parle de phénomènes ouverts. Mais il peut y avoir des attitudes larvées que personne ne parvient à comprendre ou à identifier, et il faut une autre expertise pour y parvenir. Donc, les acteurs de sécurité privée ont certes une relation marchande, et ils doivent fournir un service qui atteint la cible voulue par le client final, mais ils ne peuvent pas être distraits d'un rôle citoyen qui fait de ces entreprises un appui, et un appui qui doit être différent. Le développement des technologies va permettre d'être beaucoup plus rapide, notamment dans les territoires, pour être informé et informé, mais il y aura nécessairement des limites, et ces limites sont celles qui marquent l'autorité régalienne de l'État par rapport effectivement à l'apport d'informations et de compétences d'un secteur marchand. Et c'est une révolution, je le pense, dans notre société française. Très bien. Un dernier mot, alors Monsieur Tripet, puis après juste sur le même sujet. Il est évident que les sociétés de sécurité, qu'elles soient humaines ou technologiques, détiennent des données sensibles de leurs entreprises, mais pas plus que l'assureur. Pas plus que la société d'assurance qui, elle, détient effectivement bien souvent plus d'informations que nous encore. Donc effectivement, il faut cela le cerner, le cadrer, avoir des accords, et bien sûr, il y a bien longtemps que les entreprises de sécurité, du moins sur le côté humain, il y a bien longtemps que ces données sont effectivement prises en compte par ces sociétés et sont protégées dans la mesure où elles doivent être protégées sérieusement. Très bien. Eh bien, écoutez, merci à tous les quatre pour votre participation. Il y a un petit dessin très fun. Donc, on était sur la sécurité de demain. Donc, la voyante est toujours à l'œuvre. Peut-être s'il y a une question, on en a eu pas mal qui sont arrivés là par SMS. Est-ce que dans la salle, dans le public, vous avez une question avant de terminer cette table ronde? Est-ce que, voilà, sinon on en a eu par SMS. Bon, bah écoutez, merci beaucoup à tous les quatre pour ces éclairages et cette analyse. Merci beaucoup.